Bonjour à tous et bienvenue ça commence bien, à cette démonstration en ligne devant public du NAT et du PAT. NAT pour Network Address Translation et PAT pour Port Address Translation. Alors, cette démonstration-là a pour but de montrer le fonctionnement du NAT et du PAT dans le cadre du chapitre 5 de CCNA 1, Discovery. On commence de la manière suivante. Alors, le tableau qu'on brosse ici est composé d'une partie interne, une section interne que je pourrais même délimiter grâce à une espèce de petit pointillé. Alors, du côté gauche, on a la section interne, tandis que du côté droit, on a la section externe. Qui dit externe dit public dans le cas de la démonstration ici. Donc, on parle évidemment d'adresse IP de type public. Alors, j'ai un 64 23 34 45 ici. Ça, c'est public. C'est l'adresse IP externe, si on veut, de notre domicile. J'ai une adresse IP ici, 132.20.10.2, qui symbolise un serveur. Serveur qu'on pourrait très bien aller rejoindre avec un IP public, là, disons, pas un IP, pardon, un nom de domaine. Disons que je l'appelle serveur.org. OK? Donc, c'est tout simplement un serveur web. Et le serveur web qui répond, qui écoute sur le port 80, on le sait bien. OK? Donc, disons qu'on a un serveur dans l'histoire qui est sur Internet. J'ai du côté gauche du ring, pesant un petit peu moins que le serveur, un client avec une adresse IP de type privé qui commande par 10.10.10.2. J'ai aussi une autre adresse privée qui est la partie interne du routeur intégré 10.10.10.1. On se souvient, pour les avoir étudiés ensemble, que les adresses dites privées ont été inventées, ont été mises en place pour pallier un manque d'adresses IP publiques. Les adresses privées, il y en a trois types. Il y a les adresses qui commencent par 10, point ce que vous voulez. Il y a les adresses qui commencent par 172.16, point ce que vous voulez, jusqu'à 172.31, point ce que vous voulez. Vous avez aussi 192.168, point ce que vous voulez. Alors, dès qu'on parle d'une adresse privée, on parle d'une adresse qui est dite non routable. C'est-à-dire que cette adresse-là ne peut pas se retrouver sur Internet. Les routeurs qui constituent Internet, pardon, je vais les faire en rouge, les routeurs qui constituent Internet ne sont pas faits pour router ce genre de paquet-là avec ces informations-là. Alors, a été inventé le NAT et le PAT, et pour comprendre le NAT et le PAT, je vais devoir vérifier les entêtes de mes datagrammes, c'est-à-dire les entêtes TCP/IP. Donc, je vais jouer au niveau de la couche 3 et de la couche 4. TCP pour Transport Control Protocol et IP pour Internet Protocol. Donc, de ce côté-ci, je vais vérifier le contenu de mon TCP/IP. Alors, je vais commencer par la première ligne, qui est la demande au serveur web. Genre de demande qui pourrait ressembler à, en français, écoute, donne-moi ton site web. Okay? C'est tout simplement ça. On fait une demande à serveur.org. Le nom de domaine est traduit en adresse IP par le serveur DNS. Puis ensuite de ça, on commence avec ça. Alors, l'IP source, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est 10.10.10.2, tandis que l'IP de destination est 132.20.10.2.
dans ce paquet-là. Il y a aussi un port de source et un port de destination. Le port de destination, il est connu, c'est le port 80. Alors, le port 80 est le port où va siéger le service web dans notre serveur web. Qui dit serveur, dit service et dit port ouvert. Donc, notre intention de connexion est sur le port 80. Toutefois, dans toute connexion TCP/IP, il y a un port source qui est en cause. Alors, le port source ici est aléatoire pour autant qu'il soit libre, au-dessus de 1024. Donc, entre 1024 puis 64 536. Fait qu'on va y aller au hasard, là, 2022. Alors, le port source, c'est 2022. Le paquet entre dans le routeur intégré qui est juste là. Et le routeur intégré va faire une permutation, c'est-à-dire qu'il va changer l'IP source et le port source parce que ce sont des informations qui doivent absolument rester à l'interne. Alors, il va les mettre dans sa mémoire. Hein, on peut peut-être le marquer ici, là. Il va utiliser une espèce de mémoire. Ou est-ce qu'il va se souvenir que 10.10.10.2 faisait une demande sur le port 2022? Il va garder ça en sa mémoire et il va créer de toute pièce une autre entête. En fait, il va modifier l'entête. L'IP source va être l'IP externe du domicile, 64, 23, 34.45. L'IP de destination, quant à elle, ne change pas. Ça va toujours être 132.20.10.2. Le port de destination ne change pas. Par contre, le port source va changer, lui. Les deux vont changer. L'IP source et le port source vont changer. On va y aller avec quelque chose encore au hasard. Disons 10 243 comme port source. Et en passant, le routeur intégré va mettre cette information-là aussi dans sa mémoire. Alors, le routeur intégré va être en mesure, en tout temps dans sa mémoire, d'établir un lien entre cette information-là, le 10.10.10.2 sur le port 2022, et cette information-là qui est utilisée pour envoyer sur Internet. Le serveur web reçoit la demande sur le port 80, il effectue le traitement correspondant et il retourne le site web, disons, de manière, c'est un petit site web, donc dans un seul paquet, tout tient dans un seul paquet, et on va inverser. Le port de destination va devenir le port de source. 132.20.10.2. Le port de source va être encore aléatoire, 12600. L'IP de destination va être l'adresse IP de la source de tantôt, 64, soit le modem. Pas le modem, pardon, le routeur intégré, l'adresse publique du routeur intégré. 23, 34.45. Et le port de destination va être, techniquement, je pense qu'il va reprendre le même port, mais ça, je peux me tromper. Alors là, il faudrait vérifier s'il y a reprise du même port ou pas. Là. Votre hôte peut se tromper ici. Alors, disons que je vais en mettre un différent. Là, c'est pas très... Non, je vais en mettre un pareil. Oui, je pense que c'est le même. 10 243. Alors, je vais avoir un port de destination 10 243 et lorsque le routeur intégré va recevoir cette information-là ici, il va lire le port de destination, il va vérifier s'il y a ça dans sa mémoire, il va trouver qu'effectivement, il y a cette information-là provenant de cette adresse IP-là, et il va refaire le paquet avec l'information, il va le transférer à l'intérieur de son réseau. À ce moment-là, l'IP de destination devient à l'intérieur 10.10.10.2, le port de destination 20.22, alors que l'IP source, quant à elle, n'a pas changé.
On garde encore le 132, soit l'adresse IP du serveur, 20.10.2 sur le port 12600. C'est ce qui fait qu'il pourrait, en théorie et en pratique aussi d'ailleurs, y avoir beaucoup plus d'hôtes à l'intérieur d'un réseau privé qui font des requêtes au même serveur web et que, une fois que les paquets reviennent à l'intérieur, les paquets soient distribués aux bonnes machines grâce au principe du NAT et du PAT. Alors, le PAT fait quoi? Il fait changer le port source lors de l'envoi du paquet. Et le NAT fait quoi? Il fait changer l'IP source lors de l'envoi du paquet. Et ensuite de ça, il fait le contraire lors de la réception du paquet. Il va changer l'IP source et le port source pour le remettre comme il était à l'origine. Pardon, le pit de destination et le port de destination comme il était à l'origine. Là, je me suis trompé. Donc, ça ici, c'est égal. Ça fait bien des lignes, mais vous pourrez réécouter cette vidéo-là tranquillement avec mangeant des chips. Et puis, vous allez voir, la révélation va arriver. Il va y avoir une lumière au bout du tunnel qui va se passer à un moment donné. C'est certain. Alors, c'était la démonstration du NAT et du PAT qui nous permet d'utiliser des adresses privées en arrière d'un routeur, que ce soit un routeur intégré ou un routeur conventionnel, ça ne change rien. Et aussi, sachez aussi que c'est là, on fait un exemple avec privé puis public. On serait capable de faire du NAT en restant carrément avec des adresses privées. On serait capable de faire ça aussi. Il n'y a pas de problème.